Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous accueillir pour cette séance exceptionnelle et forcément un peu particulière pour nous, pour la présentation en salle du film Charlie Chaplin, le génie de la liberté. Donc on a la chance d'avoir les deux co-auteurs du film ce soir, donc en tout cas l'auteur François Aimé, également vous le savez, directeur de cette salle, et puis le réalisateur Yves Geland, qu'on a toujours beaucoup de plaisir à revoir et à recevoir pour présenter ce film. On en a montré beaucoup au Jean Eustache et au Festival du film d'histoire. Et donc pour celui-ci, je crois savoir que vous avez vraiment travaillé conjointement, main dans la main, tout au long de la gestation de ce projet. Vous allez nous en parler. Vous êtes un duo qui fonctionne, c'est votre deuxième film ensemble, après Un Français nommé Gabin, qu'on avait déjà montré ici, je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu. Donc vous nous dévoilerez tout à l'heure les secrets de votre collaboration, on aura un moment pour échanger, vous pourrez leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Mais puisqu'on va dire d'abord deux mots pour introduire cette séance, je voulais vous demander, messieurs, pourquoi après Gabin, Chaplin, tout simplement, pourquoi vous attaquez à cette figure immense, même si Gabin c'était déjà un personnage iconique pour la France, mais là c'est un sommet du cinéma, du patrimoine humain mondial. Est-ce que c'était pas un peu intimidant? Qui apporte l'idée entre vous? Comment tout ça commence? Et tout simplement, finalement, à quel moment vous vous dites que dans toute la matière qui existe autour de Chaplin, il manque un film, ce film que vous avez fait? Parce que notre mégalomanie n'a pas de limite. Non, d'abord, merci Audrey de nous accueillir, merci à vous d'être présents. C'est évidemment toujours un peu émouvant de revenir ici, et notamment après cette longue période. Plus près du micro. Vous n'entendez rien. Donc la première chose que j'ai dit, c'est que notre mégalomanie n'a pas de limite. C'était la réponse à la question d'Audrey. Mais si je parle pas fort, ça prouve que finalement, on est plus timide que ce qui n'y paraît. Non, je dis le plaisir d'être ici devant vous. Après, c'est vraiment aujourd'hui le dégel, après de longs mois de fermeture des salles. Et c'est vrai que le plaisir de découvrir avec vous ce film, enfin pour nous on ne va pas le découvrir complètement, mais il y avait au moins une dizaine de projections qui étaient prévues au moment où on a terminé le film. Et il n'y en a eu finalement qu'une au Festival Lumière à Lyon, et toutes les autres ont été soit annulées, soit reportées. Et si on a eu l'honneur d'être sélectionné au Festival de Cannes, c'est un festival qui n'a pas eu lieu, mais on est officiellement... Chaplin a eu officiellement les honneurs de Cannes. C'est comme ceux qui ont eu le bac en 68 ou cette année, en gros, c'est un peu pareil. Mais plus sérieusement, non, pourquoi Chaplin après Gabin ou pourquoi Gabin après Chaplin? Moi j'ai l'habitude de travailler seul, et ça s'est tellement mal passé avec François qu'on a décidé de remettre le couvert, et qu'après, vous l'avez dit, certainement l'acteur le plus populaire, le plus emblématique en France au XXe siècle, on s'attaquait à l'homme le plus populaire au monde d'une certaine façon. Donc oui, c'est intimidant, mais c'est vrai que c'est Gabin qui nous a donné l'envie et l'élan pour nous attaquer à cette montagne-là. Alors, moi, ce que j'ajouterais, c'est qu'il y a une forme d'évidence sur Chaplin, c'est-à-dire que, en fait, on a eu une discussion avec le producteur Michel Rothman, qui nous proposait ou qui me proposait d'autres acteurs plutôt, hein, Simone Signoret, Marlène Dietrich, Jean-Paul Belmondo, etc. Et à un moment donné, je lui ai soufflé, mais Chaplin. Et c'est vrai que, c'est-à-dire que quand vous citez ce nom, tous les autres que vous avez cités tombent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, voilà, c'est l'emblème du cinéma, comme Mozart est l'emblème de la musique, comme Picasso est l'emblème de la peinture. Voilà, c'est ce qu'on a d'ailleurs essayé de raconter et un peu d'expliquer comment ce petit homme anglais, ce jeune homme, a réussi à devenir un symbole du cinéma, symbole de la liberté, symbole d'une forme de fraternité, d'humanisme aussi. Enfin voilà, il y avait tout ça dans l'idée du point de départ. Et puis, je me rappelle quand on avait parlé du Gabin au début, moi j'étais convaincu très naïvement que, en fait, on faisait le premier film sur Gabin. En fait, il y en avait déjà eu 10 ou 15. Enfin voilà, et en fait, des documentaires sur des grands acteurs, des grands réalisateurs, il y en a toujours beaucoup. Et on a appris pendant
pendant la préparation du Gabin qu'il y en avait encore un autre qui se préparait en même temps que le nôtre. Et donc moi, je croyais que c'était la fin des haricots, que voilà, puisqu'il y avait un autre film qui était en plus avancé que le nôtre n'aboutirait pas. Et on m'a expliqué que non, pas du tout. C'était pas parce qu'il y avait d'autres films qui se faisaient sur un grand acteur qu'on n'allait pas faire notre film avec notre façon de raconter, et notamment l'idée d'entremêler l'histoire du cinéma, l'histoire d'une personne et la grande histoire avec un grand H, avec la guerre, avec le Front populaire. Enfin, là, je parle de Jean Gabin. Et finalement, il s'est un peu passé la même chose sur Chaplin, c'est-à-dire que il y avait le projet aussi de travailler ensemble et aussi d'entremêler ces histoires. Et mon Dieu, ça fonctionne avec Gabin, mais avec Chaplin, ça fonctionne encore mieux. Hein. C'est peut-être l'acteur-réalisateur avec lequel on peut effectivement raconter une grande partie du XXe siècle, même de la fin du XIXe, à travers ses films, mais aussi sa propre vie. Et on a appris qu'il y avait aussi un autre film qui allait se tourner en parallèle sur Charlie Chaplin. Et à nouveau, on s'est dit, finalement, puisqu'il y a un autre film, et en plus cet autre film est un film britannique, avec beaucoup de moyens, et c'était une équipe qui avait acheté les droits mondiaux des films de Charlie Chaplin pour 3 ans, c'est ça, Yves, hein? C'est-à-dire que pendant 3 ans, personne dans le monde ne pouvait faire un film sur Charlie Chaplin. Donc les 3 ans en question, de mémoire, c'est 2017, 2018, 2019. Donc là, on a vraiment cru que notre film, ma foi, 3 ans, ça nous paraissait une éternité. Et en fait, là aussi, nos producteurs et nos diffuseurs nous ont dit, c'est pas grave, on va préparer le film et on le terminera en 2020. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc en fait, les bonnes idées, elles sont toujours dans l'air. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui veut la faire en même temps que vous, mais il faut rester dessus. Et effectivement, on était dans la trajectoire de Gabin, c'est-à-dire cinéma, histoire. On va enchaîner, passer à la rencontre. Bon, déjà, félicitations, messieurs. Vraiment, merci pour ce film et surtout bravo à vous. C'est un film qu'en toute objectivité, je trouve vraiment magnifiquement réussi. Sur tous les plans, c'est un film important aussi qui arrive, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais au moment du centenaire du film The Kid, premier long métrage de Chaplin sorti en 1921 avec lequel vous ouvrez votre film. Et c'est vrai que ça donne envie aussi de célébrer tous les prochains centenaires de tous les films de Chaplin. On a toujours un bonheur à s'y replonger, à les redécouvrir. C'est aussi en ça que votre film est une borne importante. Vous mettez formidablement en valeur tous les films, même une grande partie des courts-métrages qui sont dans le film, on en dira peut-être un mot. Et vous donnez énormément de clés. Donc on va en parler. Je pense que c'est un film qui a tout pour devenir le film référence le plus complet pour présenter, pour comprendre le mythe et le génie de Chaplin. Donc, on va peut-être revenir d'abord sur le processus de réalisation, si vous le voulez bien. Tu as dit, François, tout à l'heure qu'il y avait une longue phase de préparation. On va peut-être parler un petit peu du travail d'écriture, la façon dont vous avez pensé au départ ensemble ce projet, la façon dont vous en avez posé les bases. Et peut-être qu'on peut partir d'un élément important du film qui est sa durée. C'est très rare, un documentaire aussi long. Est-ce que c'est une nécessité qui s'est imposée dès le départ? Est-ce que ça a été difficile de convaincre des financeurs d'aller sur ce format-là? Eh bien, oui, en fait, on se doutait que le film serait long, on ne pensait pas qu'il serait aussi long, et même on se rendait compte au fur et à mesure que il y a eu le film qui a été long, mais le montage aussi était long, et que quand on avait fait plus d'1 heure de montage et qu'on en était à peine à la gare de 14, je me suis dit, oulala, dans quoi on s'embarque? De toute façon, la question dans quoi on s'embarque, jusqu'au moment où on a débarqué, je me la suis posée, on se l'est posée, tant la montagne était haute à gravir, et c'est vraiment ce syndrome de l'Himalaya que l'on a, c'est-à-dire plus on avance et plus on a l'impression que c'est loin. Donc, moi, à un moment, pour rien vous cacher, et même les producteurs, hein, Michel Rothman, Marie-Hélène Ranck, les diffuseurs nous ont accompagnés aussi de la même façon, mais s'inquiétaient de cette durée, et moi, tout autant, parce que même psychologiquement, je trouve que 2h25, c'est beaucoup, et ce film peut très bien se voir en 2 parties.
les courts-métrages et les longs-métrages. Il y a un moment même dans le film où il y a une césure à peu près naturelle au bout de 65 ou 70 minutes et on pourrait imaginer un entracte et Au de moment de la revenir ruée vers ensuite. l'or à peu près, c'est ça? Juste avant la Juste ruée vers avant. l'or, voilà, c'est ça. La ruée vers l'or constituerait le début de la seconde partie du film. Et psychologiquement, quand on dépasse les 2h10, 2h15, on entre dans une autre dimension. Donc j'ai considéré que ça pouvait être un handicap pour le film. Ça a été, en tout cas au moment de la sortie, en janvier 21 à l'antenne, ce qui concernait effectivement les 100 ans du Kid, et le film s'ouvre et se clôt avec le Kid, qui était une idée d'ailleurs de François, et le Kid est, je crois, sans vouloir révéler des secrets, son film préféré, son film fétiche. Moi, c'est Les Lumières de la ville. Et le film, effectivement, date de 1920, mais est sorti en 21. Donc on est vraiment dans le centenaire 21. Et donc, pourquoi je raconte ça? Ça y est, j'ai oublié. Déjà. Non, mais sur la durée, on voilà, le s'est format long perdu. du film. Donc voilà, c'est vrai que c'est très intimidant. Et François disait tout à l'heure qu'il y avait eu d'autres documentaires, que ce soit sur Gabin, sur Chaplin, il y en a effectivement eu plus de 20. Je les ai tous vus. Il y a eu plus de 4000 livres qui ont été écrits sur Chaplin, plus que sur Napoléon. Et là, c'est François qui les a tous lus. Les 4000. Donc on se partage le travail comme ça. Et notre ambition n'était pas forcément de faire un film de référence, mais pas de faire en tout cas un film de plus. Voilà. Et donc ne pas faire un film de plus, c'était... Il y a eu un film important dans les années 80 qui faisait à peu près la même durée, 3x52, de Kevin Brownlow et David Gill, avec la voix française qui était celle de Pierre Tchernia. Et nous, on a à peu près la même durée, sauf que, bizarrement, quand on regarde tous ces films qui ont été consacrés à Chaplin, c'est le premier qui est un film tout archive. C'est-à-dire que tous les autres documentaires qui lui ont été consacrés étaient des films avec des témoins. Alors les films les plus anciens, il y en a eu même un du temps de Chaplin avant sa mort. Il y avait des témoignages de proches, d'amis, et puis au fur et à mesure, il y avait de moins en moins d'amis vivants, et c'est devenu un film où on avait les éternels spécialistes universitaires, experts. Et voilà, nous on a préféré faire parler d'une certaine façon Chaplin lui-même, et surtout, même si ça coûte cher, et merci à nos diffuseurs, merci à notre producteur, de faire un film avec le travail de Chaplin. Voilà. Donc il y a eu peu d'entretiens filmés, mais ces films parlent pour lui, et c'est en ça que c'est un film, certes historique et politique, mais un film de Chaplin par lui-même, et donc ça a été un long travail. Ça a duré peut-être un peu trop longtemps, mais 3-4 ans, 11 mois de montage, et ces 11 mois de montage ont fait que on a voulu donner la part belle et rendre à Chaplin ce qui lui appartenait, à savoir son œuvre, son travail, ses films, de la manière la plus généreuse possible. Très bien. François, tu veux ajouter quelque chose Oui, sur oui, deux, trois choses. D'abord, effectivement, par rapport aux autres films qui ont été faits, donc, il y a le film de Kevin Brownlow, mais qui a 40 ans, et qui est un film en fait sur la façon de travailler de Chaplin à partir des rushs qui ont été retrouvés et comment... sur certaines scènes, il retournait. C'est une forme de démonstration, d'analyse du travail de Chaplin. Donc évidemment un film passionnant. Mais c'est vrai que c'est curieux, c'est-à-dire que c'est surtout les anglo-saxons qui ont fait des films sur Chaplin, en donnant une part assez réduite à ces films, à ces extraits. Et le choix qu'a fait Yves, par exemple, de placer l'intégralité de la fin des Lumières de la ville. Donc c'est un extrait qui dure 2 minutes 30 ou 3 minutes. Enfin bon, c'est rare en fait dans un documentaire qu'on prenne le parti, voilà, de reprendre une séquence et en fait de mettre de côté le rythme du documentaire pour prendre celui du film dont on parle. Donc il y a une des clés de ce film, comme pour Gabin, c'est évidemment le fait de donner une très large place aux extraits. Ce qui... avec le cinéma muet, finalement, a un certain intérêt en termes de narration, parce que, vous l'avez vu, vous pouvez parler sur des images muettes plus facilement que sur des images
dialoguer. Et donc, il y a une espèce de fluidité comme ça. Et il y a un autre point capital, c'est qu'en fait, en 2014, c'est le centenaire du personnage de Charlot. Et à cette occasion, il y a la restauration de tout Chaplin, de tous les courts-métrages et des longs-métrages. Autrement dit, on est arrivé au moment où on pouvait faire un film sur Chaplin avec que des images restaurées. Et quand on regarde les films sur Chaplin des années 90, 80, 2000, etc., il y a des très belles images, et en particulier pour les documentaires, pour les longs métrages, pardon. Et puis, souvent, les courts métrages, les films étaient abîmés. Et là, vous avez vu quand même, bien sûr qu'il y a des images qui sont quelquefois abîmées, mais dans l'ensemble, les images sont très belles. Et c'était vraiment important de rendre hommage à Chaplin par rapport à la qualité originelle de ces images. Et je rajoute un petit mot par rapport à la question de la durée. On sortait d'un film d'1h45, donc on pensait qu'on allait peut-être faire un film de 2 heures. Et en fait, moi, j'étais terrorisé quand Yves me montrait une demi-heure ou 3/4 d'heure, parce que je faisais le calcul mentalement, et je voyais bien qu'on n'allait pas faire 1h45, et je voyais bien non plus qu'on n'allait pas faire 2 heures. Et je me disais, mais on va aller jusqu'où, en fait? C'est-à-dire qu'on était embarqués. En fait, c'est le film qui nous embarquait sur une durée extraordinaire, parce que l'œuvre et la vie de Chaplin sont d'une richesse extraordinaire. Et là, moi, je voudrais rendre hommage, évidemment, à Yves. C'est-à-dire que, par exemple, on en parlera tout à l'heure, j'ai réalisé un documentaire sur Marcel Carné, on montrera le générique tout à l'heure, et le documentaire doit faire 52 minutes, comme beaucoup de documentaires. Et donc, quand je suis arrivé au montage, à la fin du montage, j'avais 56 minutes, on m'a dit, ben non, mais il faut faire 52 minutes. Donc, j'ai pu transiger, et finalement, le film fait 54 minutes, mais on a donné 2 minutes de liberté. Et là, ce n'est pas 2 minutes qu'on a pris, c'est 40 minutes à peu près, ce qui est colossal, en fait, par rapport à des questions financières, par rapport à des questions de diffusion aussi, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en France qu'on peut se permettre de faire un documentaire aussi long, en plus en noir et blanc, en plus sur des films muets. Enfin, en fait, on cumulait toutes les contraintes, on va dire, par rapport à des habitudes de programmation. En première partie de soirée, exactement. En plus à 20h30. Et, enfin, 21h05 maintenant. Et donc, moi, j'avais l'impression qu'on allait vers une impasse. Et en fait, à un moment donné, un moment où, de toute façon, il fallait bien régler cette question, Yves a dit au producteur et au diffuseur, mais moi, je ne sais pas faire autrement. Voilà. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire 1h50 sur Chaplin. Je ne sais pas faire 2 heures. Je sais faire que 2h25. Voilà. Et donc, non mais c'est important ce qu'on est en train de dire, parce que c'est un peu la clé, c'est-à-dire, c'est comme Chaplin d'ailleurs, hein, toute proportion gardée évidemment, mais quand même, c'est-à-dire, à un moment donné, dire que tous les autres films, il y a, dans les différences qu'il y a avec les autres documentaires sur Chaplin, à l'exception de celui de Kevin Brownlow, mais qui est vraiment un film à part. Qui est en 3 parties. Qui est en 3 parties. Il y a le fait de dire que Chaplin, puisqu'il est hors norme, puisqu'il est à part dans l'histoire du cinéma, la durée du film, elle est aussi à part. Et c'est ce qui permet d'avoir des belles séquences où, à un moment donné, il y a une forme de liberté par rapport ou une pause par rapport à la narration, des petites scènes de montage, des petits gags, etc. Grâce au talent de Sylvie Bourget, la monteuse, et de Yves, voilà, il y a plein d'autres choses qui passent en plus du commentaire, en plus du bonheur de retrouver des extraits qu'on connaît déjà ou des extraits qu'on a le plaisir de découvrir. Bien, alors Yves l'a dit, la particularité de ce film, c'est le fait qu'il soit exclusivement composé d'images d'archives. C'était déjà le cas pour Gabin. Donc on est avec Chaplin du début à la fin. Vous avez fait le choix de sortir de ce schéma classique où on convoque des intervenants extérieurs pour commenter les images. Justement, je trouve que l'une des
grande réussite et force de ce film, c'est vraiment cette richesse extraordinaire des images d'archives, cette somme colossale d'images qu'il y a dans votre film et leur qualité, leur rareté. Il y a des trésors vraiment d'images, des choses qu'on n'a jamais vues. Donc on a envie de vous interroger sur la façon dont vous vous êtes procuré toutes ces images. Il y a peut-être une histoire derrière chaque image, mais peut-être nous donner un petit peu les secrets de l'accès à ces archives incroyables. Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières voilà. Oui, en fait, François a souligné à juste titre qu'il y a eu effectivement une restauration importante il y a quelques années dont on a bénéficié, mais la longueur, le temps que l'on a mis, la lenteur qui est la mienne aussi, est devenue presque un atout. C'est-à-dire que d'avoir attendu autant de temps, c'est qu'il y a parfois des archives, des images rares, inédites, qui apparaissent. Et aussi curieux que ça puisse paraître, parce que vraiment je n'y croyais pas. Cet homme qui a été le plus photographié, le plus filmé au XXe siècle, on pensait que, aussi populaire il était, que tout avait été montré. Et donc, effectivement, dans ce film, il y a des images inédites, et pas qu'une, hein, il y en a plusieurs, et où parfois c'est des images qu'on avait déjà vues dans certains films et qui étaient très, très, très détériorées. C'était parfois la 7e, 8e génération, on voyait à peine, et on a pu retrouver, grâce à tout un tas de gens qui sont au générique, dont je ne vais pas vous imposer les noms, mais évidemment Lobster Film aussi, Serge Bromberg, notre coproducteur, n'y est pas pour rien, de retrouver des bobines originales, et on a cherché, grâce à Aude Vassalo, on se faisait régulièrement, dès qu'on apercevait une image qu'on cherchait, des wanted, et on a quasiment réussi à tout retrouver. Peut-être la seule image, mais qu'on a mis dans le film, que j'aurais aimé retrouver de meilleure qualité, c'est l'image, si vous l'avez vu passer, de Chaplin au moment de son procès avec Lita Gray, dans une image amateur où on le voit face caméra, très inquiet, tirant sur sa cigarette, et où on le voit vraiment, au moment du procès, c'est au moment où il commence vraiment à maigrir sérieusement, et on voit pour la première fois Chaplin filmé par une caméra qui n'est pas la sienne, où il ne fait pas des pitreries. Parce que s'il y a de remarquable, on le voit, et ça n'est même resservi au générique de fin, c'est que toujours dans sa manière de donner le change, toujours, on en parle un moment dans une petite séquence dans le film, c'est qu'il ne peut pas s'empêcher de faire des grimaces, et souvent les mêmes grimaces qu'il fait en 1920, et qu'on le revoit faire en 1970, 50 ans plus tard, les mêmes exactement, et c'est parce que c'est aussi ce qu'on attend de lui. Et là, dans cette image-là, qui est un petit peu abîmée, mais qu'on a quand même gardée tellement, moi je la trouve émouvante, on le voit vraiment ne plus faire le pitre du tout. Et puis, voilà, des images qu'on a pu retrouver et qui étaient encore dans des caves, certaines qui ne sont pas inédites, mais qui sont assez rares, qu'on a vues que dans un ou deux films, et notamment dans un mystère d'archives de Serge Viallet, qui sont les fameuses images de Sydney tournées sur le making-of sur le dictateur, des images en couleur, où on voit que les SA ont des pantalons rouges, ce qui c'est pas du tout ce que voulait montrer Chaplin, mais à l'époque, on savait très bien que Chaplin savait très bien, et son chef opérateur Roland Totreau, que le rouge allait donner cette teinte de gris. Donc chaque fois, la couleur correspondait à un gris. Et donc c'est très précieux de découvrir. Il y a vraiment très peu d'images sur les tournages de Chaplin, parce que Chaplin ne voulait surtout pas qu'il y ait des traces. Il n'aimait pas qu'il y ait des témoins. Il n'aimait pas qu'on se mêle de sa cuisine. Et donc il y a deux personnes qui ont pu filmer. Son ami Ralph Barton sur le tournage des Lumières de la Ville, et vous avez vu ces images incroyables, et celles-ci sont vraiment d'une qualité exceptionnelle comme on ne les a jamais vues, et les images en couleur filmées sur le tournage du Dictateur, c'est quand même pas rien, le Dictateur et les Lumières de la Ville. Donc, et d'ailleurs, les images sur le tournage des Lumières de la Ville sont de meilleure qualité que le film lui-même, parce que François a dit tout à l'heure que les longs métrages ont été restaurés, et finalement on en arrive à l'oublier, mais les Lumières de la Ville, c'est un regret que je pourrais formuler, c'est qu'il n'y a pas une bonne copie de la qualité du Kid ou de la qualité de Monsieur Verdoux ou du Dictateur. Les Lumières de la Ville, la bobine n'est pas formidable. Bon,
heureusement, on arrive à l'oublier. Et il y a parfois des courts-métrages mineurs qui sont, ou pas mineurs, il n'y a rien de mineur chez Chaplin, mais qui sont d'une qualité formidable et qui apparaissent en cours de montage. Je donnerai pour exemple, vous avez pu voir, on l'a même gardé vraiment dans son jus complet, un coup de fil de Serge Brambert qui me dit, en salle de montage, tu as monté des images de Charlot nudiste, Charlot homme préhistorique. J'ai dit oui, on vient de recevoir une copie qui est arrivée de je ne sais plus quel pays. Viens voir, c'est formidable, on est en train de la scanner. Et vous avez vu le moment où il se bourre la pipe avec... voilà, ça c'est totalement inédit. 1914. C'est une bobine qui va apparaître en 2020. Voilà, donc ça arrive encore. Et la bobine précédente était plus longue, mais était de moins bonne qualité. Voilà, donc c'est des petites... avec Aude Vassalo, Sylvie, on pourrait tenir des heures à vous dire plan par plan d'où ça vient, avant que certainement dans un an j'aurai tout oublié. Mais voilà, vous avez peut-être aussi on ne va pas monopoliser la parole sur ces thèmes-là. Alors, moi, par rapport à ça, je voudrais juste ajouter une petite chose, c'est que, évidemment, en fait, Chaplin a créé un personnage, et en fait, des personnages comme ça qui finalement sont plus connus que Chaplin lui-même. C'est-à-dire que les gens connaissent, enfin les enfants connaissent Charlot. Et il y a une tentation, quand on fait un film sur Chaplin, en fait, que ce soit Charlot qui soit toujours à l'image. Tellement il prend de la place, tellement il est photogénique, etc. etc. Et je trouve que le parti pris vraiment de Yves, ça a été à chaque fois où ça pouvait être Chaplin et pas Charlot à l'image, il mettait Chaplin. Et c'est ce va-et-vient entre la personne privée et la personne et l'acteur, tout simplement, hein, qui est vraiment, je pense, passionnant et qu'on découvre dans ce film, qu'on ne le découvre pas forcément autant, si tu veux, dans les autres documentaires. Alors, notamment grâce au fait que, par le travail de recherche, de documentation, on a pu avoir accès à certaines images qu'on ne voit pas d'habitude. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont découvert le vrai physique de Chaplin, l'homme, quoi, et non pas l'acteur. Et cette capacité de se transformer, en fait. J'aimerais juste qu'on dise quand même un petit mot sur le montage, le travail de montage qui est là aussi pharaonique, et puis vous l'avez dit, très très long, 11 mois, et qui est remarquable aussi. Il y a vraiment des trouvailles de montage, on pourrait citer plein de détails du film, mais le travail de montage, c'est aussi un acte de choix, même si le film est très très long et qu'il y a un sentiment d'exhaustivité, c'est un objectif qui est impossible. Je pense qu'il y a dû y avoir des choix, beaucoup de réflexions. Peut-être entre vous aussi, est-ce qu'il y a eu des désaccords sur des choses qu'il fallait laisser, enlever, etc. Est-ce qu'il y a eu d'autres regards extérieurs aussi que vous avez sollicités peut-être ? Oui, c'est vrai, j'ai l'habitude de solliciter des regards extérieurs, mais voilà, il n'y avait pas une semaine ou 10 jours sans que François vienne en salle de montage, donc on a échangé tout le temps. Dans la manière de travailler, il y a d'abord un dossier vraiment épais qui n'est pas si éloigné du film et que François écrit à 90%. Et ensuite, bien sûr, il y a des choix. Mais le montage de 11 mois, c'est un peu comme la durée de 2h25, c'est devenu finalement presque, pour le marketing du film, quel joli mot, pour le marketing du film, pour le dossier de presse en tout cas, c'est devenu presque un avantage. C'est-à-dire ce qu'on pensait pour nous être une difficulté, un handicap, et je dis toujours cette crainte, ne serait-ce que pour une programmation, que de devoir respirer, aller aux toilettes, boire un coup, enfin 2h25, il faut tenir. Et alors, ils s'en sont vraiment servis en disant 11 mois de montage, le 2h25, c'était devenu voilà, France Télévisions a communiqué sur la durée du film. Et ça a été finalement presque vraiment un atout. Et donc, ce qui est sûr, c'est que quand François disait je ne peux pas faire moins que 2h25, c'était que c'est pas un film exhaustif, mais c'est un film complet. Complet dans le sens où on ne peut pas faire d'ellipse, puisque le choix était non pas un choix de montage thématique, mais chronologique. Donc voilà, de manière assez classique, on part de sa naissance pour arriver aux Oscars et à sa mort. Donc on ne pouvait pas dire, ah bah tiens, faisons une ellipse sur les Lumières de la ville ou sur tel film. Donc on a effectivement, tous les films apparaissent, même très rapidement, comme Woman of Paris, c'est-à-dire l'opinion publique, ou Un roi à New York, mais tous les longs métrages y sont, et un nombre considérable
de courts-métrages. Il y a encore quelques mois, je connaissais le nombre, mais vraiment, quand on fait nos déclarations, donc oui, quels sont il y a eu des regrets, mais bon, on ne va pas se plaindre non plus, hein. Il y a toute une partie que j'aimais beaucoup, qu'on a dû retirer sur le soutien des surréalistes français à Chaplin au moment de l'affaire Litagré, de voir ce que ça avait provoqué en Europe. Il y avait aussi sur la guerre de 14, on a pas mal coupé, et sur l'amitié avec Blaise Cendrars, et le fait que Blaise Cendrars avait, au moment où Chaplin était à Londres et travaillait chez Carnot, partager sa chambre avec Blaise Cendrars, et que tout d'un coup Blaise Cendrars découvre dans les tranchées, au moment pour remonter donc le moral au poilu, on projette des films de Charlot, et ce Charlot dont il entendait parler donc dans les tranchées du côté de je ne sais plus quel département français, et puis un jour il voit enfin un film en 1917, et il dit mais bon sang, mais c'est lui qui partageait ma chambre à Londres. Donc il y a de très beaux témoignages comme ça. Voilà, donc le tout est d'arriver à donner des coups de ciseaux sans trop les regretter, sans non plus que le choix, ça soit uniquement l'indispensable, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'âme. Et je pense qu'il faut vraiment garder des choses qui ne semblent pas être incontournables, mais qui sont justement utile, parce que c'est ce qui va donner une respiration, parce que si tout d'un coup on ne garde, et le film est déjà très dense, et Mathieu Amalric a quand même enregistré pendant 2 jours le commentaire de ce texte. Je crois moi dans mes films précédents, j'ai jamais eu autant de textes que dans ce film-là, aussi parce qu'il y a peu d'entretiens avec Charlot, et voilà, et moi je commence à être aussi bavard que le film. Oui, moi je peux citer juste parmi les choses qu'on avait mises dans le... Et on passera peut-être la parole à la salle après. Mais c'est la logique du film, c'est-à-dire qu'il y a une logique de narration et pas d'analyse, même si on a quand même, bien sûr, une perspective historique, une perspective politique aussi. Et parmi les choses auxquelles j'étais très sensible, dans Charlot Soldat, il y a à un moment donné une scène de fraternisation, c'est-à-dire Charlot encercle à lui tout seul 11 soldats allemands et il leur offre une cigarette et ils commencent à discuter et ils arrêtent l'officier. C'est-à-dire que c'est l'officier qui est tabassé par les autres soldats et par Chaplin, mais en fait il peut y avoir une fraternisation entre les soldats de rang, si vous voulez. Donc ça, on l'avait mis au début. Oui, ça, je l'ai coupé, il m'en a voulu. Je me souviens. Voilà. Non, mais c'était intéressant parce que l'humanisme c'est un film en temps de guerre. C'est-à-dire, en temps de guerre, dire que l'ennemi, c'est pas tous les Allemands, c'est les officiers allemands, et que finalement, on peut s'entendre avec les soldats du rang. Je crois qu'il y a vraiment que Chaplin qui a fait ça, et encore une fois en 1918, c'est-à-dire un moment où cette conscience-là, la guerre n'était pas encore finie. C'est après la guerre qu'on a commencé à parler de ces fraternisations. Et, alors ça paraît un tout petit peu dans le film, sur le dictateur, il refait la même chose sur le dictateur, c'est-à-dire que dans le dictateur, il ne met pas tous les Allemands dans le même sac, puisque vous avez vu à l'image là, le dialogue avec l'officier allemand, qui lui dit « mais je croyais que vous étiez à rien », et lui il répond « mais non, je suis végétarien ». Et donc, en fait, cet officier vient sauver Chaplin d'un lynchage par les SA. Hein, c'est-à-dire que parce que le personnage joué par Chaplin lui a sauvé la vie à la fin de la guerre 14-18. Donc, ce que dit Chaplin dans son film qui est tourné en 1939, pendant la guerre, c'est que là aussi, encore une fois, il ne faut pas mettre tous les Allemands dans le même sac. Ils ne sont pas tous des nazis, et qu'il peut y en avoir un, et notamment un officier allemand, qui ne va pas dans le sens d'Hitler. Et voilà, ça c'est une petite chose, mais qui est compliquée à mettre, parce que là, vous voyez, j'ai mis 3 minutes à le commenter, et dans le film, il faut que ça dure 20 secondes, en fait, si on veut que ça passe. Et donc, voilà, c'était... et donc, ça fait partie des petites choses qui ont sauté, mais qui font vraiment l'exigence
qui traduisent l'exigence humaniste de Chaplin, qui va très très loin. Ce qu'on dit rapidement dans le film, et je terminerai là-dessus, vous avez vu donc que Chaplin a cette espèce de vision de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que très tôt, parce qu'il a des amis juifs, qu'il alerte, des juifs allemands, des juifs français qui ont émigré aux États-Unis, parce qu'il est allé lui-même en Europe et en Allemagne en 1933, parce qu'il a voyagé, etc. Donc il comprend ce qui est en train de se passer avec Hitler. Et donc il a le courage de faire ce film contre Hitler, etc. Mais par exemple, pour bien comprendre son audace, il n'y aura pas de film sur les Juifs, de films de fiction hollywoodien sur les Juifs et la Shoah avant 1960. C'est-à-dire que pendant 20 ans, on fera des films sur les nazis sans parler de l'Holocauste. Je parle du cinéma hollywoodien. Hein. Et lui, il y a une double audace, c'est-à-dire à la fois défier Hitler, mais nommer les Juifs ce qui est dans le commentaire. Hein. C'est-à-dire que, oui, ben, il va jusqu'au bout de son projet. Voilà. J'ai déjà aussi beaucoup parlé. Donc. Bon, j'ai encore des questions sous le coude, mais on voulait vous laisser la parole. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais passer avec le micro. Des retours sur le film, des questions à poser. Alors bon, vous avez déjà vu 2h25 de film. Oui, le film est très riche, très dense, mais... Questions ? Une question, là. Ah, j'arrive. Ça fait une demi-heure déjà. Bonsoir et bravo à tous les deux pour ce film magnifique. Je voulais juste savoir s'il a été diffusé à l'étranger ou s'il va l'être ou s'il a été... voilà, il y a un autre regard que le regard francophone. Pour l'instant, il n'a été diffusé qu'en France pour des raisons d'abord de production, c'est-à-dire que c'est un film de luxe, hein, puisqu'on doit acheter ses archives, que ça coûte très cher, qu'il y a énormément d'extraits de films de cinéma, et que donc pour nous permettre d'arriver à réaliser ce film de 2h25, Cuivre Productions a acheté les droits France. Voilà, le film a eu un très bon écho, les retours sont bons, même si on a été à Cannes sans aller à Cannes, et qu'on a été à Lumière, mais sans un public, sans un public international, c'est-à-dire sans les acheteurs, voilà, on commence à parler beaucoup du film, donc on est en train d'étudier combien coûterait l'achat des droits internationaux, de fabriquer une version. Le film va être montré à Bologne, Festival Il Cinema Ritrovato de Bologne, au mois de juillet. Et ça ne sera pas encore une version anglaise, ça sera une version sous-titrée, avec toute la difficulté pour un film qui est autant visuel, mais avec un commentaire très présent, de pouvoir suivre des sous-titres, c'est quand même pas l'idéal. Donc on essaie de faire actuellement une version anglaise. Et peut-être, quand France Télévisions n'aura plus les droits, il se retrouvera... oui, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie ou sur une plateforme, on n'en sait rien, mais on y travaille, c'est pas gagné. Voilà. Il y a quand même un point particulier par rapport à cette diffusion internationale qui est difficile, c'est que le pays où Chaplin est le plus vu, regardé, lu, etc., c'est la France, réellement. C'est-à-dire que historiquement, plus que l'Angleterre, plus que les États-Unis, etc. Et donc, le bureau de la famille Chaplin est à Paris. Les droits, pour le monde entier, les droits cinéma, sont détenus par Marin Kermitz, donc c'est une société française. Et vous avez peut-être vu que Netflix a acheté les droits de certains Chaplin. En fait, c'est uniquement pour la France. C'est-à-dire qu'ils ont jugé que pour aucun autre pays au monde, c'était intéressant. Donc voilà, il y a une cinéphilie française qui a toujours du plaisir à regarder des films des années 10, des années 20, des années 30, qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres pays, d'où la difficulté de proposer à l'étranger voilà, un film de 2h25 avec des images en noir et blanc, muet, etc. Donc c'est possible en France, mais visiblement, enfin ça sera peut-être possible en Italie où les films ont justement été restaurés. Donc il y a
Il y a une démarche actuellement du directeur de Cinéma Ritrovato pour le distribuer, mais ce n'est pas encore gagné parce qu'effectivement, ça coûte très cher, du fait de la masse des archives. C'est le même problème pour le DVD, puisqu'on a été approché par Potemkin qui a déjà fait des coffrets de Chaplin, mais là aussi, bon, d'abord les DVD se vendent moins qu'à une certaine époque, et là c'est encore d'autres droits qu'il faut débloquer, et ça coûte cher pour que le film puisse sortir en DVD. Voilà, donc tout ça sont des questions complexes, mais c'est vrai que pour l'instant c'est la France, la Navarre, l'Alsace-Moselle et Pessac, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce que les autres... Tout le monde est intéressé. Tout le monde, je pense, mais si, bien, il y a les droits francophones, bien sûr, ce sera le plus simple. D'ailleurs, au moment où je vous parle, j'ai un doute de savoir si sur la Belgique et la Suisse, si on n'a pas les droits. Mais la Suisse, non, je ne crois pas, la Suisse. Non, voilà. Ce qui est invraisemblable, puisqu'il a vécu en Suisse très longtemps, etc. Et qu'il y a un musée, Chaplin, en Suisse, à Vevey, dans sa demeure. Voilà. Mais pour le moment, le film n'est pas prévu en Suisse. Tu as une autre question? Donc au final, on doit se considérer comme des privilégiés, et tant mieux. J'ai une autre question. Comment on écrit un film, sachant que les archives arrivent au coup par coup et quelquefois dans la durée, et du coup, j'imagine qu'il faut revoir peut-être un certain nombre d'éléments d'écriture. Ouais, en fait, on savait que forcément, on allait avoir en fait l'embarras du choix. C'est-à-dire il peut y avoir des personnages qui ont été peu filmés. C'est pas le cas du tout de Chaplin. Par contre, vous l'avez remarqué, Chaplin n'a quasiment pas donné d'interview. Il avait une relation très conflictuelle avec les journalistes qu'il avait traînés, enfin une partie d'entre eux en tout cas, qu'il avait traîné dans la boue. À chaque procès, chaque divorce, etc. Donc il n'aimait pas donner des interviews. Donc on ne pouvait pas utiliser des interviews filmées de Chaplin lui-même. Donc finalement, d'où le commentaire. Mais finalement, il y a la presse écrite quand même. Il y a la presse écrite, oui. Puis il y a beaucoup. Enfin, on parle beaucoup de Chaplin par Chaplin parce qu'il y a ses écrits, son autobiographie, et donc on est allé à ces sources-là. Mais effectivement, ça s'est fait petit à petit. C'est-à-dire que dans la manière que j'ai de réaliser, et même si le dossier de François était, encore une fois, si on le lit aujourd'hui, on est très près du film, en aucun moment monter un film, et ça se fait beaucoup, même j'allais dire presque majoritairement, il y a des réalisateurs qui écrivent leur texte et qui cherchent des images pour illustrer le commentaire. Là, moi, j'ai toujours, dans tous mes films, donné la priorité quand il y a du commentaire. Il y a aussi des films qui sont en cinéma direct, sans commentaire, etc. Mais c'est donner la priorité vraiment à l'image. Et effectivement, on peut tordre parfois la narration pour placer une archive qu'on trouve formidable. Et puis voilà, ces 11 mois de montage font que, sans arrêt, c'est des allers-retours, on réduit... François trouve que je mets toujours trop d'adjectifs, donc il m'en enlève. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et puis, mais voilà, je dois dire que quand même, il y a eu beaucoup. J'étais parfois un peu paralysé par l'obstacle. Et les 11 mois de montage, c'est bien d'en faire la réclame pour dire, voilà, 11 mois de montage, j'aurais pas dû monter 11 mois. Il y a vraiment eu des moments où j'étais, oui, un peu paralysé dans le fait que peut-être une des erreurs que j'ai commises avec Sylvie, c'est de vouloir dérocher tout, c'est-à-dire de visionner toutes les archives au fur et à mesure, tout ce que nous apportait Aude Vassalo, et de commencer à monter une fois qu'on avait tout regardé dans l'ordre chronologique, sauf que ça prend des semaines, des mois, et que quand on arrive aux années 50, on a oublié ce qu'on avait visionné qui concernait les années 10. Et il y a eu des moments où je me suis dit ah, mais cette archive est formidable. Et là, ma monteuse me regarde et me dit mais tu m'as dit exactement la même chose il y a 4 mois. Et donc j'avais déjà oublié que j'avais regardé. À ce moment-là, on a vraiment des sentiments de solitude et de vertige.
Et le vertige a été souvent au rendez-vous, donc je pense qu'on aurait dû commencer, monter au fur et à mesure, bloc par bloc, plutôt que de se retrouver devant cette masse immense qui faisait qu'on ne savait plus par où, par quelle face aborder l'Himalaya. Alors moi, deux petites choses. Il y a d'une part, effectivement, par rapport à cette préparation qui est un peu anxiogène parce qu'on sait qu'il y a énormément à raconter, il y a l'idée qu'à la fin du film, il y a le dictateur. C'est-à-dire, enfin, c'est presque la fin, on s'approche de la fin. C'est-à-dire qu'avec Yves, on savait que, bon, on était à tel endroit, mais qu'il restait des petits films comme Les Temps modernes, Les Dictateurs. Et il y a effectivement, on sait qu'en fait, on doit monter jusqu'au dictateur et qu'au dictateur, on ne pourra pas dire il ne nous reste que 3 minutes et on va traiter le dictateur en 3 minutes. Ce n'était pas possible. Donc il y a cette construction qui est liée à ce film qui prend une place considérable. C'est assez rare dans un documentaire. Qu'à un moment donné, on déroule, en le revoyant, là, c'était assez impressionnant. La séquence qui concerne le dictateur est très longue en fait, mais c'était justifié. Voilà, donc il y a cet aspect-là. Et pour répondre précisément à ta question, je pense que c'est assez net sur 14-18. 14-18, dans le dossier, on dit effectivement que voilà, il a été critiqué pour ne pas s'être engagé, puis finalement il va faire une campagne pour récolter les bons de la liberté. Bon, ça tient en 2 phrases ou 3 phrases. Mais quand Yves et Sylvie ont vu la qualité des images, ces photographies où vous le voyez acclamé par la foule à New York, etc., il y avait la matière pour faire une séquence qui était assez longue en fait, mais qui était une séquence par rapport à la perspective historique qui était incontournable. Enfin, ça avait vraiment un sens qu'on la développe, on l'avait développé un peu plus, on l'a raccourci. Mais pour répondre à ta question, il y a effectivement à certains moments la découverte de beaucoup d'archives, tout comme pour le dictateur avec les images de Sidney Chaplin en couleur, forcément on a envie de les utiliser, et donc ça développe, ça dilate en quelque sorte quelque chose qui aurait pu être plus court, mais c'est la place aux images comme dit Yves. On peut prendre une dernière question, peut-être, s'il y en a. C'est normal, cinéma muet, public muet. Public Voilà. muet. Vous êtes en couleur, non, vous êtes bien en couleur. Voilà. Je dois d'ailleurs dire que dans les privilèges qui ont été les nôtres, non seulement d'avoir cette durée de 2h25 en première partie de soirée, c'est que je suis un des rares réalisateurs à échapper à la colorisation et au recadrage des archives pour que les films rentrent pile dans votre écran 16:9 et qu'on ne me l'a pas imposé et qu'on nous a laissé une grande liberté. Et que pour cela, je remercie France Télévisions parce que je sais qu'on est, voilà, qu'ils le font pas, qu'ils le font jamais. En fait, pour que vous compreniez bien, ils exigent ça de tous les réalisateurs, sauf de Yves Geland, quoi. Parce qu'ils savent qu'il va piquer une crise si on leur demande. Donc, et puis finalement, même pas colorisé, les films marchent. Alors. Mais sérieusement, hein, enfin, je veux dire, ils auraient pu exiger que toutes les images, qui ne sont pas les images de films, bien sûr, mais les images d'actualité, par exemple. Quand on voit Chaplin arriver à Berlin, bon, si on avait barbouillé les images, ça aurait été horrible, quoi. Mais ils auraient pu le demander. Une question, oui. Oui, justement, concernant la couleur et le noir et blanc, vous n'avez pas l'impression qu'on voit nettement moins les films de Charlie Chaplin à l'heure actuelle qu'il y a quelques années, au début des années 80, quand j'étais gosse, on voyait Buster Keaton, Harold Lloyd, Charlie Chaplin. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a la 7e compagnie qui repasse en permanence sur la TNT, mais pas les films de Chaplin. Disons qu'ils ne passent pas en première partie de soirée et je pense aussi que les chaînes se dédouanent, sachant qu'il y a un bouquet de chaînes très important et qu'on a toujours la possibilité de les voir, soit sur les plateformes, soit sur les chaînes payantes. Donc ils se disent, voilà, on n'est pas obligé de... effectivement, après la diffusion de notre film le 6 janvier, ils ont diffusé Les Temps modernes, après notre documentaire qui déjà se terminait à minuit, et les Temps modernes ont fait, comme notre documentaire,
une très bonne audience, alors qu'à la même heure, il y avait un assaut sur le Capitole par les partisans de Trump et que les chaînes info ont fait un bond d'audience de plus de 20 ou 30%. Malgré ça, on s'en est bien sorti. Mais vous avez raison, il y a certainement moins de films. Après, moi, je n'ai pas vérifié exactement parce que moi, mes souvenirs de Chaplin gosse, c'est vraiment au cinéma. C'est pas à la télévision. Mais il faut dire que j'avais pas la télévision, donc voilà. Alors, vous avez raison par rapport à... Enfin, effectivement, les films sont moins diffusés qu'il y a 20 ou 30 ans. Et c'est vrai que, malheureusement, hein, c'est une question culturelle, d'éducation, etc., que le noir et blanc est un handicap. C'est-à-dire, enfin, du point de vue du programmateur. Et quand on nous a demandé, quand le service communication de France Télévisions nous a dit choisissez des photos que nous allons proposer pour illustrer la diffusion de votre film dans la presse, mais de préférence des photos en couleur. Bon, vous avez vu que, voilà, alors en fait on a donné un choix avec quelques photos en couleur, quelques photos en noir et blanc. Mais c'est-à-dire qu'il y avait l'idée que si on mettait une photo de Chaplin en noir et blanc, ça allait être moins vendeur que Chaplin en couleur. Bon, c'est une vision de Chaplin un peu réductrice quand même. Voilà, donc après on ne va pas trop se plaindre puisqu'on a pu faire ce film, etc. Mais c'est juste pour traduire un petit peu cette vision, voilà. Et effectivement, tous les films maintenant, les documentaires d'histoire sur 14-18, sur les années 20, vous avez vu, qui sont colorisés d'ailleurs avec des colorisations qui peuvent être, en termes de documentation, très, très fins. Hein, mais sur des films de cinéma, ça ne marche pas, quoi. Alors, peut-être on peut conclure. Oui, je voulais juste vous demander comment Mathieu Amalric arrive dans le projet. Ça fonctionne très très bien, cette voix, sur ce texte magnifique. En fait, Mathieu Amalric, j'ai fait appel à lui pour un documentaire qu'avait déjà produit Cuivre Productions, Michel Rothman, Marie-Hélène Ranck en 2006-2007, Comme un juif en France. Et donc, depuis, c'est une des voix que j'aime le plus et j'y vois une forme de fidélité. Et donc, il avait fait la voix d'un autre film qui s'appelle Illumine Paris s'éveille, que j'ai réalisé, puis des courts-métrages aussi ensemble qu'on a pu faire, des petits films militants. Et la question s'est posée pour Gabin, et à juste titre, moi c'est comme un peu, enfin c'est pas du tout mon double, mais après, en plus d'être devenu une histoire d'amitié, les ingénieurs du son remarquent que dans la maquette, c'est ma voix. Et ensuite, c'est celle de Mathieu. Mais il faut qu'on ait à peu près le même rythme. Et donc, il y a vraiment ma voix, la sienne est bien mieux, sinon c'est moi qui ferai la voix. Mais qu'on a exactement le même rythme ou une scansion qui fait que ça fonctionne bien. Et pour Gabin, pardon, j'y reviens. François m'a dit, écoute, pour Gabin, je ne suis pas sûr que ce soit la voix de Mathieu Amalric qui soit la plus appropriée. Et au début, j'étais un peu déstabilisé. Il m'a proposé 2-3 comédiens. Et puis finalement, on s'est entendu sur Grégory Gadebois. Et je dois dire qu'il avait tout à fait raison, que Gadebois était parfait pour Gabin. Il y a vraiment une résonance. Et ça a tellement bien marché pour Gabin que François a fait appel à lui pour ce film dont on va parler maintenant. Eh bien, oui. Et la transition est toute trouvée. Magnifique transition massive. Donc, puisqu'on a vu maintenant ce formidable documentaire, on a envie de savoir ce que vous allez faire après l'un et l'autre. Si vous pouvez nous dire quelques mots sur vos prochains projets. Donc j'enchaîne du coup. Voilà. Alors, donc moi j'ai eu la chance de pouvoir proposer à Michel Rothman, donc le même producteur toujours, de faire un documentaire donc, que j'ai réalisé sur Marcel Carné. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, 54 minutes, hein, on est loin des 2h25. Mais voilà, vous connaissez tous les films de Marcel Carné, Les Enfants du Paradis, Drôle de drame, Hôtel du Nord, Quai des Brumes, enfin, Les Visiteurs du Soir, Le Jour se lève. Enfin bon, quand on fait la liste, c'est assez étourdissant. Et le duo qu'il a formé avec Jacques Prévert fait partie de la légende du cinéma. Et pourtant, eh bien, c'est un réalisateur qui est assez peu reconnu dans la cinéphilie.
qui est un peu dans l'ombre justement de ces grands acteurs, Arletty, Jean Gabin, Louis Jouvet, etc. Et dans l'ombre de Jacques Prévert aussi, dans l'ombre de Jean Renoir. On parlait tout à l'heure des 4000 livres sur Chaplin, bon, là, hors catégorie évidemment, hein. Mais il doit y avoir une centaine de livres sur Jean Renoir, je pense, et il doit y en avoir 3, 4 ou 5, enfin il y en a 5 exactement, sur Marcel Carné. Ça dit quelque chose, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai voulu aller voir du côté de ce paradoxe entre des films qui sont adorés, qui font partie de la légende, et puis finalement un cinéaste qui n'est pas tellement considéré dans l'histoire du cinéma. Concernant mon documentaire, le film de François sur Marcel Carné est terminé. Le mien est encore en montage. Donc, il m'a demandé de vous montrer des images. Elles sont encore compressées avec des timecodes à l'image. Vous verrez vraiment une maquette du pré-générique. Et ce film-là est consacré au héros de ma vie. J'ai jamais voulu l'affronter et je l'affronte enfin. Il est dans tous mes films. J'arrive à le caser dans tous mes films. Il était dans Gabin comme dans Chaplin. Si vous avez reconnu dans Chaplin, il s'agit d'Yves Montand. Et voilà, donc Montand va avoir 100 ans à la rentrée. Le film sera diffusé donc à la rentrée sur France Télévisions. Il est produit par Zadig Productions. Et je l'ai coécrit avec Vincent Josse, qui est aussi un fêlé d'Yves Montand. Et voilà, que dire d'autre. Alors donc peut-être qu'on le verra à Pessac aussi, c'est ça? Ah ben pas peut-être, on va le voir à Pessac. Non, on le verra à Pessac en septembre, en octobre, en avant-première, avant sa diffusion sur France Télévisions. Et Yves, évidemment, viendra en parler. Et il sera accompagné de Patrick Rothman, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Ivo et Georges, qui est consacré à l'amitié entre Yves Montand et Georges Samproun. Voilà. Et Patrick avait réalisé il y a 10 ans un très beau film sur Yves Montand déjà. Il a eu l'avantage de mieux connaître Montand que moi. Et la spécificité de mon documentaire, c'est que je crois quasiment la première fois que je réalise un film à la première personne.